faut être peut-être aussi innovant dans sa gestion de crise, savoir trouver des solutions, savoir inventer des choses. Souvent, les gens de la continuité sont un peu vus comme des oiseaux de mauvais augure. Ouais. Aujourd'hui, quand je demande à faire l'exécution d'un exercice, on parle toujours de crise cyber. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est si j'ai pas d'électricité, comment on fait? Il n'y a pas aujourd'hui, je pense, de consensus théorique sur la définition de ce qu'est une crise. Derrière, s'il n'y a pas adhésion d'un point de vue humain, ça ne fonctionne pas. Si on a préparé des personnes et que c'est des personnes qui s'effondrent au moment de la gestion de la crise, ça peut être problématique. Il faut ne pas perdre de vue, effectivement, ces missions de l'entreprise et c'est celle-là qu'on va absolument garantir. Les gens n'écoutent que les gens qui leur ressemblent. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Everbridge. On va parler d'un sujet vaste, un sujet qui est très en lien également avec l'actualité puisqu'on va avoir blackout, cyberattaque, pandémie, climat, guerre. Beaucoup de choses, hein. Comment maintenir son activité malgré les crises? Et avec moi ce soir, j'ai 4 experts qui vont répondre à mes questions, potentiellement répondre également aux vôtres, mais surtout débattre entre eux. Et je vais leur laisser la possibilité de se présenter. Je commence par Thomas. Bonjour Yasmine, donc, je suis Thomas Garnon, je suis expert sur les solutions Everbridge. Everbridge, c'est un éditeur de logiciels qui est pionnier dans tout ce qui va être gestion de crise, continuité d'activité, alerte critique. Donc voilà, j'ai développé ces compétences dans ce secteur d'activité parce que j'ai fait mes études dans ce secteur-là. Il y a de plus en plus d'ailleurs de masters universitaires ou autres formations qui sont sur ce secteur d'activité-là, pas forcément liés à la cybersécurité d'ailleurs. Gestion de crise. Voilà, gestion de crise, gestion des risques, continuité. Et puis j'ai été aussi consultant dans ce secteur-là juste avant de rejoindre Everbridge. Jean-Paul. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi je suis Jean-Paul Giovanni, donc je suis le directeur de la sécurité des systèmes d'information et également le responsable de la continuité d'activité pour Action Logement, Action Logement Service, du groupe Action Logement qui est un gros acteur du logement social en France, un des principaux effectivement financiers de tout l'ensemble des programmes immobiliers de logement social pour y loger notamment tous les salariés d'entreprise. Donc toutes les entreprises en France sont plus ou moins normalement clientes d'Action Logement. Emmanuel. Bonsoir à tous, heureux d'être parmi vous ce soir. Moi je suis le directeur sûreté de Suez France, métropole Outre-mer, donc en charge de l'aspect sûreté où évidemment il y a les aspects de gestion de crise. Et je fais ça après une carrière de 20 ans à l'international où j'ai appris la gestion de crise, je dirais, sur le terrain. Donc c'est un métier que je trouve très passionnant, d'autant plus passionnant chez Suez qu'on a une activité, un panel de métiers qui est quand même assez large puisqu'on en va d'une agence accueil public, site plus ou moins critique, jusqu'à, je dirais, des infrastructures très particulières avec des risques Céveso. Donc c'est vraiment un métier passionnant chez nous. Et Johan. Bonsoir Yasmine. Bonsoir à tous. Parono Johan, donc moi je suis consultant dans une société de conseil américaine qui s'appelle Accenture et je suis spécialisé sur les questions de gestion de crise et continuité d'activité métier qui représente l'ensemble des sujets sur lesquels je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années. Bien, bienvenue sur le plateau pour cette thématique qui finalement est complètement dans vos cordes, puisqu'on va parler de gestion de crise. Alors, je vais commencer par une actualité récente, mais une actualité finalement un peu catastrophe. On aurait dit le début d'un scénario de film, puisque c'est le blackout en Espagne qui a plongé le pays et une partie du sud de la France dans une crise massive. Et donc moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion de crise, une situation comme ça, et pour les entreprises et les citoyens ? Alors, pour les citoyens, je dirais que ça a surpris beaucoup de monde, que ce soit les entreprises ou les citoyens, ça a surpris beaucoup de monde parce que c'est un pays européen qui a été touché, c'est une panne qui a été de très grande ampleur, ça a coupé les communications, ça a coupé Internet, on a beaucoup parlé des ascenseurs en panne, on a beaucoup parlé des feux de signalisation dans la rue qui étaient coupés, et pour les entreprises, des pertes d'activité sur les chaînes d'approvisionnement ou autres. Alors bon, quand on est une personne touchée là-bas en tant que citoyen, je dirais qu'il faut suivre les règles de prudence, suivre ce que disent les autorités.
pour les entreprises, comment réagir à ce type de situation, enfin, entreprises, organisations privées, publiques, ça va être de se préparer, déjà connaître sa propre organisation, connaître sa chaîne de valeur, ses process critiques, peut-être aussi avoir des moyens de contournement, de la redondance. On peut penser à des générateurs de secours, hein. Il y en a beaucoup dans les hôpitaux, il y en a beaucoup sur les data centers, entre autres. Et puis après, dans la réaction, vraiment, quand ça arrive, il y a beaucoup. J'ai interrogé certains de nos clients, ils ont été très surpris, assez frustrés, mais contents de cette situation parce que c'est pas quelque chose qui était vraiment qu'on avait prévu. Hein. On pense plutôt au risque cyber, au risque climatique, un blackout en Espagne un peu moins. Et voilà, donc il faut être peut-être aussi innovant dans sa gestion de crise, savoir trouver des solutions, savoir inventer des choses. Essayer de communiquer, la communication c'est très important, essayer de communiquer avec les personnes sur place, mais aussi avec les personnes peut-être qui travaillent avec ces personnes-là habituellement. Comme si on est une entreprise internationale, on n'a pas forcément que des salariés là-bas, on va peut-être informer aussi d'autres personnes qui dépendent de l'Espagne ou du sud de la France en leur disant attention, il se passe quelque chose. Voilà. Oui, et puis de façon un peu plus large, ce type de problème, ça impose une question qui est celle de la préparation. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à faire face à d'autres types de crises qui seraient d'une ampleur plus importante? Est-ce qu'on est suffisamment préparé, qu'on soit une organisation? Alors, dans le terme organisation, je désigne vraiment tout ce qui va être entreprise, organisation publique, association, etc. Ou alors qu'on soit un particulier. Et donc, ça impose la question de la préparation et notamment d'une notion que je trouve qui est importante, qui est celle du delta d'incertitude. Aujourd'hui, lorsqu'on se prépare à faire face à une situation, et qu'on se prépare avec un certain nombre de process, de procédures, on a toujours un delta entre l'avènement de la situation, donc le déclenchement d'une situation, et ce qu'on a pensé, ce qu'on a réfléchi. Et en fait, ce delta d'incertitude, ça a pour vocation à être réduit au fur et à mesure des entraînements et de la préparation. Donc en fait, la question de savoir aujourd'hui si on est suffisamment prêt, elle impose aussi le fait de savoir si on est prêt, mais aussi au bon moment. Parce qu'on peut avoir une certaine, vous m'excuserez le terme, on peut avoir une certaine mode dans les risques. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut être préparé en fonction aussi du niveau de risque auquel on est exposé. Et ça impose une autre variable qui est la connaissance de son environnement. Aujourd'hui, est-ce que j'ai une bonne connaissance de mes activités critiques ? Est-ce que j'ai une bonne connaissance des risques auxquels je suis exposé ? Et ça impose d'avoir une certaine vision et d'avoir une certaine connaissance justement de l'environnement dans lequel j'évolue. Alors justement, je vais te laisser Emmanuel répondre. Je vais poser une question aux gens qui sont en train de nous suivre. Est-ce que vous, dans vos différentes organisations, entreprises, c'est un scénario que vous aviez dans la gestion de crise, justement un blackout comme celui-ci? Parce que comme tu l'as dit, c'est pas une crise cyber. On parle beaucoup des crises cyber. Alors, je vous laisse répondre. Vous avez le choix entre oui et non. Hein. C'est très, très binaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Vas-y, Emmanuel. Eh bien, moi, je suis assez d'accord avec ce que j'ai entendu et je vais enfoncer le clou un peu plus par rapport à ce que disait mon voisin. C'est-à-dire la préparation, l'analyse de son environnement, c'est-à-dire quoi? Le terme n'est pas sorti, mais c'est les interdépendances. Aujourd'hui, on fait tous, souvent, la même erreur. On fait le focus sur notre métier, notre univers à nous, et on oublie tout à fait les autres. Donc moi, j'insisterai sur, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est les interdépendances. Et c'est parce qu'on fait un focus sur notre métier qu'on a du mal à s'ouvrir sur les interdépendances. C'est un peu, ça rejoint un peu le sujet qui est très à la mode sur la supply chain, en fait, effectivement, qui alimente l'ensemble de nos activités. Enfin, moi, ma réaction quand il y a eu ce sujet concernant l'Espagne, il y a déjà eu une relation d'empathie. Je me suis dit, ça va mal se passer pour eux, enfin, pour tout cas, pour les sociétés, pour l'environnement qui est concerné. Et puis, j'ai réfléchi tout de suite, effectivement, par rapport à ma connaissance, moi, de l'entreprise. Le fait, effectivement, nous avons des agences qui sont un peu déployées sur l'ensemble du territoire. Et quelque part, mon premier réflexe a été d'appeler effectivement nos agences en région, notamment en région PACA et en Nouvelle-Aquitaine sur la partie le sud, pour savoir effectivement s'ils avaient été impactés. Certaines l'avaient été effectivement avec des coupures. Et quand il y a des coupures souvent, excuse-moi Jean-Paul de te couper, mais c'est que souvent il n'y a plus de télécom. C'est ça. Donc vous voulez appeler, vous partez d'une bonne volonté, mais en fait vous avez une grande chance de toucher personne. On a étudié tous les relais effectivement, qui permettaient effectivement d'avoir un état de situation de ce qui pouvait se passer effectivement tout proche de la frontière espagnole. C'est un vrai sujet. Pour répondre un petit peu plus directement à la question
que tu as posée, Yasmine. Je vais faire une réponse de Normand, non pas parce que j'aime beaucoup la Normandie, mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques temps, je travaille pour un client qui a totalement refondé son plan de continuité d'activité et qui me dit nous, on a pris la décision de sortir le risque épidémique de leur plan de continuité d'activité. Okay. Et à ce moment-là, on est en janvier 2020. On sait tout ce qui s'est passé 2 mois après. Donc, en fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet de mode par rapport aux différents scénarios de risque. Il faut qu'il y ait une bonne compréhension de son environnement en tant qu'entité, en tant qu'entreprise, organisation, association ou organisation publique, mais également de l'environnement externe pour pouvoir capter des signaux et des facteurs qui ne sont pas directement liés à son environnement, mais qui vont pouvoir influencer et qui pourraient déclencher des situations critiques. Et cette situation, en l'occurrence, je suppose qu'aujourd'hui, le RPCA, donc le responsable des plans de continuité d'activité qui était associé à ça, a peut-être regretté son choix. Je pense à 100%. Alors, je vais vous donner la réponse du public. Et donc, pour les gens qui sont en bas dans le cocktail, étaient-ils prêts dans leur entreprise pour un scénario tel que le blackout qu'il y a eu justement dans le sud de la France et en Espagne? On a du oui pour 68,75%. Bravo, c'est bien. On a du 31,25% en non. Et puis par contre, à distance, on a beaucoup de oui, donc Franck, Sébastien, Daniel. Et Daniel qui dit oui, j'anticipe par une stratégie de prospective à 5 ans. Les signaux faibles sont des jalons d'alerte. Alors, tu as sorti un mot. Le keyword de ce genre d'émission, quand on parle de gestion de crise, c'est la continuité d'activité. Et donc, comment on appréhende justement, dans un cadre comme celui-ci, la continuité d'activité? Et puis surtout, est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est? Alors, je me permets de prendre la parole sur cette partie-là. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la continuité d'activité, c'est un domaine qui est normalisé par une norme, qui est la norme 22301, qui normalise le système de management de la continuité d'activité, qui a bien différencié des plans de continuité d'activité. La norme 22301, comme toutes les normes du système de management, a ses chapitres communs avec les définitions, les risques, le domaine d'application. Et donc, il y a le chapitre 8 qui concerne la partie continuité d'activité, et notamment la partie 8.5 qui est sur les plans de continuité d'activité. Aujourd'hui, quand j'ai tendance à expliquer la continuité d'activité, j'aime bien faire une métaphore qui est celle de la maison. On peut prendre une maison qui s'appellerait la maison de la continuité d'activité, et chaque pièce est une discipline sous-jacente à la continuité d'activité, dans laquelle on va trouver la partie plan de reprise utilisateur, dans laquelle on va retrouver la partie plan de continuité métier, dans laquelle on va trouver la partie DRP, Disaster Recovery Plan. Voilà, il y a plusieurs disciplines qui concourent à agrémenter et à enrichir la continuité d'activité. Il y a une chose qui est importante et qu'il faut vraiment prendre en considération quand on fait de la continuité d'activité, c'est que la continuité d'activité n'est pas destinée à reprendre et à sauver l'entièreté des activités d'une organisation. Elle sert uniquement, si je peux dire ainsi, à reprendre les activités critiques. Et ça, c'est vraiment la notion qui est importante de prendre en considération. Ça impose quoi? Ça impose d'avoir fait tout un process en amont d'identification de ces activités critiques. Alors, on parle notamment de BIA, de Business Impact Analysis, ou de AIA, Application Impact Analysis. La continuité d'activité, c'est vraiment l'élément sur lequel j'insiste, sert à faire poursuivre les activités critiques. Aujourd'hui, j'ai encore trop de personnes qui me disent moi, j'aimerais sauver l'intégralité de mes activités au travers de la continuité d'activité. Non, ce n'est pas le bon positionnement. C'est en fait... Moi, je n'ai pas eu une approche forcément par rapport à la norme ISO 22300. Certes, il y a des très très bonnes choses. Je suis reparti des missions. Donc, j'ai pris mon poste il y a 5 ans chez Action Logement Service. Et quand effectivement on m'a décerné l'étiquette de RPCA, j'ai réfléchi effectivement sur les missions de l'entreprise. C'est quoi les missions de l'entreprise et quelles sont en fait celles qui font son identité? Donc, on est sur le logement social. Globalement, les missions, c'est effectivement de loger les salariés. Et donc, j'ai réfléchi effectivement sur les process les plus importants. Effectivement, après, pour élaborer ce plan de continuité d'activité, on va interroger l'ensemble des métiers. Et c'est là qu'il va falloir un peu ménager les égos. Parce qu'effectivement, on va leur poser des questions en leur demandant qu'est-ce que de votre côté, en tout cas de votre point de vue, est important ou pas.
on pèse le pour et le contre, on les écoute effectivement en faisant un très très beau sourire, en disant oui, vous avez raison, c'est très très important. Après, il y a cette phase, effectivement, il faut ne pas perdre de vue effectivement ces missions de l'entreprise, et c'est celle-là qu'on va absolument garantir. Il y a, moi j'appartiens à une fonction de support, c'est presque un peu péjoratif dans mon métier en disant bah oui, le support c'est pas important. Bon, après, j'aime à dire que mon métier est important quand même, mais même là, effectivement, je peux me dire effectivement que si on est dans un état de crise, par exemple, bah, je ne vais pas faire un BIA, mais effectivement, je vais plutôt m'occuper à ce qu'on soit toujours en capacité d'aider des salariés qui peuvent se retrouver en difficulté pour être logés. C'est ça, c'est d'abord ça les missions. C'est ça qu'il faut pouvoir toujours rappeler en fait. Certes, tous les gens sont importants dans l'entreprise, ils contribuent à plus grande échelle à la réussite de ces missions, mais il ne faut surtout pas oublier ces missions-là. Il n'y en a pas 50. En général, quand on identifie les missions de l'entreprise, il y en a quelques-unes, et c'est sur celles-là qu'il faut se focaliser. Effectivement, ce que tu disais, Johan, c'est qu'il y a des fonctions critiques. Et oui, c'est le RPCA, il va se focaliser sur les fonctions critiques d'abord. Et c'est ça qu'on va remonter. Il y a un certain nombre de seuils qu'on aura identifiés par avance qui pouvoir indiquer qu'on est dans la bonne, sur la bonne pente et qu'on va retrouver effectivement un état de fonctionnement normal. Mais c'est surtout pas perdre de vue ça. Il y a effectivement des gens qui vont vouloir se dire personne ne s'occupe de moi, mais il faut un peu les rassurer en leur disant on commence d'abord par ce qui est important, mais vous, on ne vous oublie pas, vous êtes dans le plan de continuité. Jean-Paul a dit une chose intéressante, il a dit on ne fait surtout pas le BIA pendant la crise. Oui, pendant la crise, redéfinissez le BIA pour les gens qui nous regardent. Business Impact Analysis, c'est le processus qui permet d'identifier soit ces process critiques, soit ces assets critiques, soit ces personnes critiques. Tout dépend de la façon dont on le fait en fonction des organisations. Donc oui, effectivement, c'est important que le BIA soit fait en amont, et ce qui impose donc la question de la préparation. Alors moi, je me posais une question. À partir de quel moment un incident est considéré comme une crise et comment on évalue sa criticité? Je dirais juste une chose. Il n'y a pas aujourd'hui, je pense, de consensus théorique sur la définition de ce qu'est une crise. C'est vraiment très très variable selon les secteurs d'activité, selon les organisations. Quelque chose d'urgent peut être non important, quelque chose de pas urgent peut devenir une crise. Voilà, ça va dépendre vraiment de la gravité de la situation en termes de est-ce qu'il y a des victimes, est-ce que ça va me coûter cher, est-ce que ma réputation va être impactée ou pas, quel est le périmètre, est-ce que c'est juste local, est-ce que c'est une région entière, est-ce que c'est toute l'organisation, le groupe qui est impacté. Une cyberattaque, ça peut impacter un groupe entier par exemple. Est-ce qu'il y a une perte de contrôle? Ça, c'est une notion importante de la gestion de crise. Une crise, c'est par nature quelque chose qu'on a eu du mal peut-être à prévoir, c'est pas maîtrisé. Et surtout, oui, c'est ça, on perd le contrôle en fait. Alors moi, mon approche, c'était effectivement de dire, on a tous des crises, on gère tous des crises à plus ou moins grande échelle. Dans certaines directions, effectivement, on peut retrouver des gens qui, vous allez les voir et puis se disent non, là je peux pas, je suis en crise. En fait, c'est un espèce de mot un peu fourre-tout où les gens, effectivement, ils se trouvent dans un incident et tout de suite, pour eux, ils sont en crise. Et souvent, dans ce qu'il faut dans le dispositif, c'est articuler effectivement des crises qui vont être à périmètre plutôt raisonnable ou en tous les cas contrôlable par peu de personnes. Et après, il faut vraiment donner aux gens effectivement la perspective de dire attention, vous êtes effectivement, vous êtes dans une crise locale sur votre métier, mais attention, votre métier pour les gens qui sont en amont ou en aval de la chaîne de valeur, ça va avoir des impacts. Et il y a un moment donné, ça peut pas rester isolé. Et donc là, il faut mettre en place un dispositif d'escalade, à la fois managérial, pour effectivement que la crise soit gérée au bon niveau. Et quand effectivement le RPCA rentre en jeu, on est, comme tu le rappelais, on est sur des choses très critiques qui va peut-être effectivement impacter ou gravement affecter les missions de l'entreprise. Oui. Emmanuel, tu voulais justement rebondir? Oui, après nous, c'est méthode de travail, c'est d'avoir une définition de crise, déjà, avec des critères. C'est par rapport à la durée, l'impact, la réputation. Et il faut avoir des croisements par rapport à son étendue aussi, par rapport au territoire. Mais je voudrais rappeler quand même un point qui est important par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'il est important, à mon avis, de pouvoir graduer la crise. Parce que
comme le disait Jean-Paul, pour certains, un incident, c'est une crise, etc. Donc nous, on a des méthodos de critères, mais après, moi, j'aime beaucoup travailler avec une graduation. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parce que si une entreprise, si moi, je dis je suis en crise vis-à-vis des autorités ou de la préfecture, ça veut dire quoi? Vis-à-vis de la commune, ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait des moyens de se parler correctement. Ouais. Donc, pour moi, la graduation est quelque chose d'important. Si je dis à quelqu'un on est en crise niveau 2, les gens comprennent. Et après, avoir des définitions de niveau 1, c'est local, comme tu le disais à juste titre, et niveau 3, on passe en national. C'est une échelle qu'il faut partager, en fait. Pour rebondir là-dessus, par rapport à l'échelle, c'est comme le PCA. En France, moi qui fais beaucoup d'international, un PCA, il n'y a jamais de mode dégradé. Ah, on a fait toute la méthodo, le truc, c'est super. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir un PCA niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si demain, je dois parler avec un préfet, mon plan de continuité, il est là, c'est ça. Mais là, j'ai des interférences par rapport à ça, je suis en mode dégradé, j'arrête l'usine. Et ça, je crois qu'il faut qu'on soit, nous, Français, un peu plus capables, dans notre culture, d'accepter ça. Parce que le PCA, c'est une belle méthodo, comme tu l'as dit, Johan, c'est une belle machine, il y a tous ces process. Mais derrière, il faut le faire vivre. Oui. Ça, c'est quand même assez important, je pense. Et il y a une chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire... alors, tout dépend de quelle école on est, mais il faut apprendre, ou plutôt, il faut enseigner à faire la distinction entre l'état d'urgence dans une organisation et l'état de crise. L'état d'urgence, normalement, l'organisation dispose de procédures codifiées pour y répondre. Il y a un retour d'expérience sur certaines situations, on sait comment y faire face. L'impact médiatique est quasi nul, voire inexistant. Que la crise, normalement, on peut avoir un impact médiatique beaucoup plus important. On fait face à une situation qui est inhabituelle. Et pour reprendre une expression qui est chère à Patrick Lagadec, qui est hors cadre. Ouais. Tout à fait. Alors justement, je reprends une phrase que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit on parle beaucoup de la crise cyber. C'est vrai. En plus, nous, on a un média en cybersécurité, donc on a beaucoup de personnes en cybersécurité. Donc je vais vous poser une question que je pose également au public, hein, vous qui êtes expert en cybersécurité. Est-ce que vous pensez que la crise cyber prend beaucoup plus d'ampleur, de telle sorte qu'elle éclipse peut-être d'autres crises tout aussi critiques? Je partage d'ailleurs une coupure donc, de Alliance Risque Baromètre de 2025 qui dit que 38% justement des personnes qui ont répondu estiment que les incidents cyber devraient être posés en numéro 1. Et on voit sur ces dernières années qu'effectivement, il y a eu une montée fulgurante du risque dans la crise cyber en numéro 1. Je vous laisse répondre et je laisse également répondre le public. Oui, non, ça dépend. Moi, je pense effectivement, ça a pris de l'importance, mais c'est parce qu'on a de plus en plus des entreprises qui dépendent de leur outil informatique. Donc, l'outil informatique est présent dans n'importe quelles activités. Et dès le moment, effectivement, où on a un incident qui implique l'outil informatique, ça a des conséquences graves. La difficulté aussi que j'y vois, c'est que le système information est devenu d'une telle complexité pour beaucoup d'entreprises et avec beaucoup de difficultés pour avoir finalement une vision un peu transversale, voire un peu de haut niveau pour déterminer les impacts. Et l'aspect technicité fait que ça fait peur un peu à tout le monde. Globalement, on pense que le risque cyber, effectivement, c'est d'abord l'affaire de spécialistes. Or, derrière le risque cyber, il y a toute la partie, il y a toujours l'entreprise, qui est à sauver, effectivement, selon la magnitude de l'incident. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je ressasse toujours le fait qu'on oublie un peu les missions de l'entreprise, mais effectivement, alors, je vais peut-être un peu être provocateur par rapport à certains consultants, mais on traite beaucoup de la crise cyber, effectivement, de la manière dont il faut chercher effectivement le point d'entrée dans le système d'information, etc. Donc ça, globalement, après, c'est affaire de spécialistes. Il y a des procédures, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Alors après, effectivement, il y a des difficultés parce que les systèmes sont très complexes, d'avoir une vision globale et de faire intervenir les bonnes personnes, parce qu'effectivement, il faut trouver ses compétences. Mais il reste que derrière, effectivement, certes, vous avez reconstruit votre système d'information, sauf que votre entreprise, elle s'est peut-être arrêtée 4, 5, 6 jours,
voire une semaine, voire plusieurs semaines. Et là, on est vraiment sur la continuité de l'activité. Et donc, il va falloir rattraper tout ça. Et ça, normalement, c'est fait effectivement dans le PCA. On a parlé de mode dégradé. On se trouve en mode dégradé quand on revient d'une situation de crise cyber. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on l'a peut-être un peu oublié, en tous les cas dans le discours que moi, j'entends souvent. Je voudrais effectivement, aujourd'hui, quand je demande à faire l'exécution d'un exercice, on parle toujours de crise cyber. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est si j'ai pas d'électricité, comment on fait? Ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Alors moi, je rejoins complètement Jean-Paul. C'est clair que, alors le côté positif, c'est comme tout le monde parle de cyber, crise cyber, il y a des moyens qui sont mis, il y a de la précaution, donc je trouve ça positif. Moi, j'ai du mal, honnêtement, à mettre cyber avant ELEC ou avant télécom. Pour moi, les trois sont au top. Et là où je rejoins, c'est que on parle tellement, c'est ce que je disais tout à l'heure avant d'être à l'antenne, c'est que on parle tellement du cyber, la techno, qu'on en oublie sur une crise cyber, c'est une crise opérationnelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, même s'il y a des spécialistes plus que moi autour de la table, de quelle crise cyber on parle? Est-ce qu'on parle de malware, qu'on a bloqué tout le système, de ransomware, un peu plus light, mais qui va toucher l'image du pays. Donc c'est du pays, de la société, de tout ça. Donc je crois que ça dépend aussi beaucoup du métier. Et je pense que c'est le métier qui va définir beaucoup de choses derrière. En tout cas, moi, m'intéressant beaucoup à la gestion de crise, le risque cyber et autres, j'aurais beaucoup de mal à mettre une classification du top 3. Vraiment. Je pense que Johan, tout à l'heure, disait qu'il y a un effet de mode. Oui, il y a un effet de mode. Comme par hasard, après le Covid, un des risques les plus redoutés, c'était les pandémies. Là, c'est déjà en train de redescendre. Le risque cyber, par contre, ça reste toujours en haut. Les risques de conflits armés, instabilité politique, économique remontent aussi, comme par hasard, parce qu'on a des conflits qui sont proches de l'Occident. Mais pour le risque cyber, il y a aussi l'aspect réglementaire qui est très poussif en ce moment. On peut parler de DORA, NIS 2, c'est des choses qui ont beaucoup été évoquées sur ce plateau. Même le RGPD, qui mettent une grosse pression sur les entreprises. Donc il y a beaucoup de budgets qui sont débloqués là-dessus pour tout ce qui va être cyber. Mais aujourd'hui, et je finis là-dessus, c'est que en tant qu'éditeur de logiciels, on voit, en tout cas chez Everbridge, chez nos clients, qu'il y a de plus en plus il y a moins en moins de silos. Les services travaillent de plus en plus ensemble. Il n'y a plus le directeur sûreté tout seul, le CISO d'un autre côté. Il va y avoir des exercices de crise communs et on parle de moins en moins de scénarios de crise. On fait de moins en moins de PCA par scénario. Parce que si demain j'ai par exemple une intrusion malveillante sur un data center, est-ce que c'est une crise de sécurité physique? Est-ce que c'est une crise cyber? Ça peut être un mélange des deux. Donc voilà, les entreprises désilotent un peu et ont une approche des risques un peu plus globale. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai tendance à avoir une approche de PCA par typologie. C'est-à-dire que pour moi, un PCA risque technologique, dedans, j'y mets le cyber, le télécom et l'ELEC. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes conséquences, plus ou moins. Donc c'est pour ça dépend aussi des méthodes d'analyse que l'on fait pour faire nos PCA. Est-ce qu'on travaille plutôt sur cause ou impact? Je sais que personnellement, je travaille plutôt sur les impacts qui me permet de regrouper par risque techno et par famille. Ce qui vous évite aussi d'avoir beaucoup de PCA qui, au final, tout le monde se mélange, quoi. Alors, je vais vous donner la réponse du public. Alors, le public présent sur place nous répond, donc le risque cyber prend-il trop d'importance par rapport aux autres risques? À 75% oui. À 5% non. Vous ne devez pas être beaucoup, 2-3. Levez le bras dans la salle, comme ça on va savoir qui a répondu non. Et 20% ça dépend. Donc, ça à débattre et à discuter plus tard. À distance, on a les personnes qui sont plutôt majoritairement sur une réponse de oui. La crise de cyber prend trop d'importance. Donc, je prends d'ailleurs le commentaire de Franck qui dit complètement la cyber prend trop d'importance en fonction des autres parties. Et Daniel qui explique l'équilibre des risques et opportunités est à maîtriser. Alors, pour passer à ma prochaine question, en quoi l'analyse des activités critiques d'une organisation est-elle essentielle pour anticiper les crises? Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus ce point. Justement pour prioriser, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de crise, il faut que vous déterminiez où est-ce que vous allez mettre vos forces, notamment pour redémarrer. Alors que... je prends, alors effectivement c'est le mauvais exemple, je vais prendre l'aspect cyber. L'aspect cyber, effectivement, vous allez avoir votre veau de 2 data centers qui ont été pénétrés, puis finalement vous dites je ne lui fais plus confiance, donc il faut tout nettoyer. Donc vous allez passer en mode PRA et reconstruire.
vous allez avoir une équipe qui va devoir construire, reconstruire, et une équipe qui doit reconstruire le data center. Donc, il faut choisir effectivement ses priorités. Et de la même manière, je reviens toujours aux missions de l'entreprise. Est-ce que effectivement, je vais favoriser telle activité qui a plus de retentissement ou qui aura peut-être sur le plan médiatique plutôt qu'une autre, qui finalement n'aurait très peu d'impact globalement sur les différentes parties prenantes, qu'elles soient effectivement que ce soit des clients, mais que ce soit aussi des fournisseurs. Donc, pour moi, c'est quasiment essentiel effectivement d'identifier quelles sont les activités critiques pour prioriser, parce qu'il y aura beaucoup de choses à prendre en charge quand on est dans une situation de crise. Et il ne faut pas effectivement que quelque part on décide de s'attaquer à tout, parce que là on va fatiguer l'ensemble des équipes. Oui. Et même de façon très pratico-pratique, il y a une chose qu'il faut oublier, c'est que la continuité d'activité, la reprise d'activité, ça a un coût. Et si on décide d'appliquer telle stratégie de continuité d'activité, par exemple, si on a une stratégie de continuité d'activité où on munit chaque collaborateur qui est identifié comme critique d'un laptop de continuité d'activité, donc d'un second laptop, ça a un coût. Et on peut pas négliger cet aspect-là. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse savoir sur quel cheval on va miser, si je peux dire ainsi, tout en ayant la connaissance de ses capacités financières à pouvoir assurer soit la continuité ou soit la reprise de son activité. C'est de la gestion de risque. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est Effectivement. ça. Après, effectivement, suivant les réglementations, ça les impose de faire ce calcul de risque et d'avoir effectivement de prendre une décision. Si on a plutôt effectivement par rapport à l'analyse de risque que l'on a menée, est-ce qu'on a favorisé tel scénario plutôt qu'un autre? En tous les cas, par rapport à la réglementation, effectivement, il faut que ce soit argumenté. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas, effectivement, on doit mouiller. Après, le risque, c'est qu'on a tendance, souvent, quand on fait les analyses de risque, c'est à prendre l'occurrence. Donc, si c'est déjà arrivé, on va faire pointer plus du doigt et mettre de l'investissement. Si vous faites une réunion et dites, ça, vous avez un risque. Ouais, mais c'est arrivé une fois, il y a 20 ans. Et c'est là aussi il y a l'arbitrage financier par rapport à l'occurrence, mais peut-être ça arrive une fois tous les 20 ans, mais vous détruisez complètement l'entreprise. Donc c'est occurrence, gravité. Donc c'est là où il faut aussi je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Moi, je fais la distinction entre effectivement occurrence, on voit qu'il va donner une fréquence, et la vraisemblance. Imaginez aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, n'a jamais été victime d'un ransomware. Est-ce que vous pouvez dire effectivement à des décideurs, jamais j'aurai de ransomware parce que je ne l'ai jamais eu. Or, effectivement, tout l'environnement témoigne du contraire. Bien sûr. Et on ne peut absolument pas l'ignorer. C'est pour ça que je soulève ce point, c'est un point vraiment critique dans l'analyse. Vraiment. Alors, je vais faire deux éléments. Un, je vais pour la première fois moi-même poser une question à un des internautes, parce que j'ai vu un commentaire intéressant, et je vais vous donner la question d'un internaute. Alors, Sidney, tu nous dis, dans les entreprises publiques, je ne citerai pas l'entreprise que tu as citée dans laquelle tu es, mais dans les entreprises publiques, nous faisons toujours des exercices PCA. On prend beaucoup au sérieux les crises cyber. C'est une question de moyens, tout en doublant dans des data centers séparés. Moi, ma question revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vous prenez en considération et au sérieux les crises cyber, donc les exercices de crise. Et Jean-Paul, tu disais tout à l'heure, moi, à chaque fois qu'on me parle d'exercices de gestion de crise, on me parle de crise cyber. Ma question pour toi, Sidney, c'est est-ce que vous prenez d'autres crises en compte? Est-ce que vous faites des exercices sur d'autres thématiques ou est-ce qu'on est toujours sur la crise cyber? Et je vais prendre le commentaire, la question d'un internaute, Thierry, qui dit « À qui est dévolue la définition de cette fameuse liste des applications critiques? J'ai cru comprendre le RPCA, le MSSI, ou ça dépend de l'organisation ?» Alors, toujours encore une fois, si on se base d'un point de vue normatif, donc de la norme a dit le quoi, mais pas le comment. Donc en fait, il y a autant de façons de faire de la continuité que de gens qui en font. Et il n'y a pas de règles, immuables là-dessus. On discutait tout à l'heure avec Jean-Paul qui nous disait qu'il avait par exemple la casquette de RSSI et de RPCA. Il y a une chose par contre qui est importante, c'est que la personne qui va prendre la casquette de RPCA, il faut que ça soit une personne qui ait une connaissance exhaustive de l'organisation. Il faut qu'elle soit dans la mesure de connaître au maximum son organisation, parce qu'elle doit savoir que telle activité, elle est provider de telle activité, ou elle repose sur telle activité qui sont essentiellement critiques. On en revient à ce que tu avais évoqué tout à l'heure, la parentalité, avec les interconnexions. Interdépendance. Les interdépendances, oui. Et donc, c'est surtout ça, en fait. Il faut que la personne qui endosse ce rôle-là soit en capacité de pouvoir
faire preuve de sa connaissance, mais aussi de sa capacité à pouvoir faire des choix tout de façon nuancée. Alors nous, la manière de travailler, on travaille aussi beaucoup avec le métier, parce que nous restons une entreprise quand même globalement industrielle, avec des process industriels, de la construction, et c'est important de s'appuyer sur les métiers, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a l'organisation, mais à un moment donné, si on n'a pas une connaissance assez fine du métier, on ne peut pas faire correctement le travail. Donc je pense que nous, clairement, c'est une organisation, on travaille beaucoup dans le collectif, vraiment. Donc, et d'ailleurs, moi, je me bats pour vraiment qu'il y ait une adhésion en interne, parce que si c'est juste vu d'un point de vue organisationnel par rapport à notre métier, ça ne fonctionne pas, parce que le jour où il y a un problème, il n'y a pas eu l'adhésion. Donc, il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on dit, avec des processus réglementaires et autres, n'oublions pas que nous sommes dans des entreprises. Et derrière, s'il n'y a pas adhésion d'un point de vue humain, bah, ça ne fonctionne pas. On s'est juste fait plaisir à faire du papier. Donc moi, personnellement, en tant que directeur sûreté, je suis quand même très, très vigilant là-dessus et je travaille beaucoup avec les régions et pour qu'il y ait une adhésion. Parce que si je reste à l'aspect organisationnel, mon PCA, il ne va jamais vivre correctement. Donc là, c'est un point de vigilance. Je te rejoins totalement là-dessus. Et juste, je complète en disant que la capacité à faire adhérer à son plan de continuité, c'est aussi la capacité à pouvoir convaincre sa direction. Parce que souvent, les gens de la continuité sont un peu vus comme des oiseaux de mauvais augure. Bien sûr. Oui, il y a cet aspect-là, en fait, qu'on voit, effectivement, pour avoir échangé avec beaucoup de confrères sur la partie continuité d'activité. Souvent, le RPCA, je veux dire, c'est une espèce d'animateur, souvent. C'est-à-dire qu'il doit travailler, effectivement, à mettre en place un certain nombre de dispositifs, mais on ne lui reconnaît pas forcément sa légitimité d'opération pour mener les choses. Je suis bien d'accord. Mais c'est la difficulté quand on a tendance des fois à prendre des profils trop jeunes au sein de l'entreprise et qui n'ont pas cette connaissance organisation, mais aussi métier. Et il faut être capable, on parlait d'amener l'humain, mais il faut aussi des fois dans des choix. Nous, on a fait le cas sur l'outre-mer, sur des attaques cyber. Il y a des discussions qui peuvent aller jusqu'avec les syndicats pour préparer les choses. Vous avez une attaque cyber, vous n'êtes pas capable de faire les virements des salaires. Donc nous, on a un plan. Tout ça, c'est préparé. Parce que sinon, vous créez la crise dans la crise. Vous êtes en crise cyber, et en plus, vous dites ah ben non, dans 15 jours, vous n'avez pas votre salaire. Ah oui, non, mais c'est effectivement des choses auxquelles on fait attention. C'est du détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut mouiller le maillot. Alors j'aimerais bien qu'on passe sur la question de la communication de crise. C'est tout un sujet. Voilà, c'est un vrai débat. Moi, j'analyse beaucoup de crises cyber puisque je communique dessus dès qu'il y en a une. Et donc, ça me permet aussi de voir les différentes manières de communiquer des différentes entreprises en crise. Et on comprend bien qu'il y a vraiment une problématique. Qu'est-ce qu'on peut communiquer? Quand est-ce qu'on peut le communiquer? Avec qui on peut le communiquer? Donc, je veux avoir vos retours, évidemment, et je vous partage la crise qu'il y a eu justement de Marks & Spencer, donc, où absolument tout était bloqué, on ne pouvait plus faire de commandes en ligne. Ils ont été un peu pointés du doigt parce que les clients ont estimé que la communication n'était pas assez fluide, assez transparente, qu'ils n'ont pas eu les bonnes informations assez tôt et que voilà, il y avait une sorte de frustration. Bon, je dis, c'est pas les pires. Il y a eu Harvest également, qui lui a carrément décidé de dire à ses avocats d'envoyer des lettres à toutes les personnes qui communiquaient sur cette crise. Oui, des lettres d'avocats. Il n'avait pas le droit de communiquer. Donc, à chacun sa manière de gérer sa crise. Mais je veux bien avoir vos retours. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on communique? Avec qui et pourquoi? Alors, dans les bonnes pratiques, parce qu'encore une fois, il y a autant de façons de faire que de personnes qui font, mais dans les bonnes pratiques, la communication de crise, déjà, qu'est-ce que c'est? La communication de crise, c'est un moyen qui permet de reconstruire de façon collective une histoire, un existant. Et la communication de crise, qu'elle soit interne ou externe, il faut bien sûr qu'elle soit claire, transparente et sincère. C'est vraiment déjà des choses qui sont très importantes. La communication de crise, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle est préparée en amont. Les messages sont préparés, les vidéos sont tournées en amont. Avant la crise. Avant la crise. En fait, un peu comme le PCA. On s'imagine un scénario, on imagine les messages. Okay. On doit se préparer, peut-être pas dans le détail, parce que chaque crise est un peu différente. Mais moi, j'insiste beaucoup par rapport à une typologie de crise. C'est ce que j'essaye de faire avec la com, qui est très bonne chez nous au niveau institutionnel et autres, mais c'est aussi de réfléchir des fois
qui va parler, qu'on prépare déjà qui va parler. En termes de com, il y a quand même des règles. On est toujours phase 1, empathie. Après, on a la construction technique, la réponse technique par rapport à un problème. Donc, on connaît ces codes qui est assez bien, normalement. Donc, il faut les travailler effectivement en amont pour que... parce que le jour de... Il ne faut pas oublier que quand on est en crise, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous êtes tous des pros de la crise, on perd des neurones. On transpire et on perd. Voilà. Non, mais c'est factuel. Donc, c'est pour ça que nous, on fait pas mal parce qu'il y a plus de crises peut-être en Outre-mer, mais cet accompagnement, et il y a des codes par rapport à tout ça qu'on doit respecter et se préparer par rapport à qui parle, en fonction de quelle crise. Et jamais, on a tendance, une fois de plus, dans notre pays, à tout de suite à monter très vite dans la hiérarchie. Ce qui est pour moi une erreur, parce qu'il faut toujours avoir des fusibles. Si ça démarre mal, s'il y a des erreurs de com, parce que personne n'est parfait, si vous avez tapé déjà très très haut dans la hiérarchie, comment on rattrape ? Il faut rattraper encore plus haut. C'est ça qu'il faut bien comprendre, donc pour ne pas mettre en porte-à-faux notre direction. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et après, un dernier point que je voudrais signaler, c'est que n'oublions pas qu'on est dans une société qui évolue, qui change, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas le débat de ce soir. Mais en fait, les gens n'écoutent que les gens qui leur ressemblent, du fait des réseaux sociaux, de tout un tas de choses. Donc là aussi, je pense qu'on doit évoluer sur la manière de communiquer, parce que les gens, en fonction du canal et de la typologie de la personne qui parle, en voulant bien faire, on a aussi des messages qui sont complètement inaudibles dans notre population. Ça, j'attire l'attention là-dessus, parce que c'est une vraie évolution qu'on doit prendre en compte. L'aspect communication est vraiment majoritaire, je dirais même dans la communication de crise est presque plus importante que la gestion de crise en elle-même. Une bonne communication de crise peut, dans certains cas, éclipser une gestion de crise qui a été mauvaise. Inversement, on fait une communication de crise qui n'est pas bonne, même si on a très bien géré les choses, les gens vont garder un très mauvais souvenir de ce qui s'est passé, la réputation va être mauvaise. L'exemple vraiment bateau, qui n'est même pas dans une entreprise, on a tous parfois été bloqués dans le métro, on apprécie quand le conducteur nous donne de l'information. C'est pas une crise, mais on apprécie cette information même si on le sait déjà. Et tu parlais de préparation aussi. J'ai un exemple vraiment qui m'avait marqué, c'est un exemple tout bête, mais quand le Concorde s'est crashé, ça fait déjà un certain nombre d'années, c'était au début des années 2000, Air France était forcément en crise. Ils ont pensé à arrêter leur campagne de publicité qui disait que le ciel est le plus bel endroit de la Terre. On perd des neurones en gestion de crise. Ça, la communication de crise, ça se prépare, et penser à ce genre de détails, ça peut tout changer. Ça aurait été très mal perçu, une telle campagne qui aurait... Et après, un point qu'il ne faut jamais oublier, en termes de com de crise, il y a 2 points, pour moi, qu'on oublie tous, plus ou moins souvent. C'est on communique d'abord en interne. Il faut que nos salariés soient avertis avant que la communication sorte. S'ils apprennent les informations sur une crise par l'extérieur, alors là, dévastateur en termes de management. Il ne faut pas oublier ça. Et le deuxième point, pour moi, ce qui est très important, parce qu'une crise, ça peut être sorti, c'est exactement ce que tu dis. Bien communiquer, ça peut être très positif pour l'entreprise en termes d'image. Mais il y a un point qui est très important, il faut toujours fermer une crise. À partir du moment qu'en termes de communication, vous n'avez pas fait une communication qui fait un bilan, qui ferme la crise, dans la tête des gens, la crise est toujours ouverte. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est parfois ce qui peut être difficile, c'est dans quels médias, comment communiquer ce message qu'on va avoir pour dire la crise est finie, ça a été géré et bien. Et en interne, il y a aussi le comment on communique. On parle beaucoup de cyber, du coup, aujourd'hui, si jamais on a on l'a vu pendant le blackout, on peut être dans des situations où on ne peut plus communiquer. Les systèmes, en termes de systèmes, ils ne fonctionnent plus. J'ai eu récemment un prospect qui nous disait qu'en début d'année, ils ont eu une cyberattaque, Microsoft ne fonctionnait plus, ils ne pouvaient plus envoyer de simples emails, ils ne pouvaient plus utiliser Teams pour communiquer, ils n'avaient pas les coordonnées personnelles des salariés, personne n'était au courant de rien, c'était vécu très très mal en interne, et aussi la réputation, on a pris un coup, d'où l'intérêt, et on le voit de plus en plus, de sociétés qui se dotent de systèmes redondants, multimodaux, pouvoir envoyer des SMS, des emails, avoir une application mobile, différents canaux de communication bidirectionnels, pouvoir collaborer
envoyer de l'information. Au C'est bon là que c'est intéressant, effectivement, quand on fait le business impact analysis, ça doit ressortir. Effectivement, vous allez aller voir la direction de la communication et lui demander, effectivement, quels outils dont vous avez besoin et leur mettre devant de donner à réfléchir, effectivement, si vous perdez, effectivement, vos moyens de communication. Exactement. Comment est-ce que vous en sortez? Et ça, c'est primordial quand on est dans une situation de crise. Assurer, effectivement, la communication, ça fait partie de l'activité, j'allais dire, une des activités critiques. En tout cas, dans le dispositif qu'il faut mettre en place. Il y a une chose juste que je voulais revenir sur deux commentaires que vous avez faits. Le premier, sur quand tu disais aujourd'hui, quand tu avais cité l'exemple du Concorde, qu'Air France avait pensé à retirer leur campagne. L'histoire, elle est truffée de sociétés qui ont vécu une crise et que le community manager était soit en vacances ou soit je ne sais où, C'est pour ça que c'est une crise. qui a oublié de débrancher ses tweets programmés, et on avait une communication à contre-courant entre les tweets qui étaient programmés et les remontées des internautes qui étaient totalement opposées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, Emmanuel, tu as abordé une notion qui, moi, en tout cas, je suis totalement en faveur. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait face à une crise, il faut qu'on adapte sa façon de communiquer à son cœur de cible. Aujourd'hui, si je suis une entreprise qui a un cœur de cible qui est dans les 10-15 ans ou 15-20 ans, je ne vais pas communiquer de la même façon que je communiquerais avec des gens, peut-être si j'ai un cœur de cible qui a 30, 40 ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi une chose que moi j'aimerais bien aborder, c'est l'emballement médiatique. Aujourd'hui, lorsqu'on fait face à une crise, il y a un emballement médiatique, on a une compression de temps, et donc on est obligé de très vite communiquer, on est obligé de très vite donner des informations, et cet emballement médiatique, aujourd'hui, il peut nous desservir. Il peut nous pousser dans l'erreur. Je pense qu'on peut même aller plus loin. Au-delà même de l'emballement, je trouve qu'il y a une volonté en fait de chercher le sang. Sincèrement, dès qu'une société a une crise cyber, vous avez des gros titres alarmants. Parfois, on n'a pas... Prenons le cas de ce qui s'était passé avec CrowdStrike et Microsoft. Pendant les 2 premières heures, tout le monde pensait que les écrans bleus, c'était Microsoft. On est vraiment dans la peur et l'alarmisme total. Je ne vais pas préjuger de la manière dont les entreprises communiquent, à part celles qui portent plainte. Mais... Parce que je sais que c'est pas simple et je comprends qu'effectivement, comme tu l'as dit, on perd des neurones en fait. Je pense que si t'es pas préparé, tu ne peux pas réfléchir sur le moment. En revanche, moi, ce que je constate quand je communique sur les crises de façon générale, plus cyber, c'est une perte de confiance de la part du public. Vraiment une perte de confiance vis-à-vis des entreprises et de leur capacité à être réellement transparentes sur ce qui s'est produit. À chaque fois qu'il y a une crise, ça m'est arrivé de faire des sondages où je demandais justement à l'écosystème, est-ce que vous pensez que telle ou telle ou telle entreprise va être transparente? Et ça loupe pas, vous avez du 97% de personnes qui vous disent non. Alors, je ne sais pas si vous partagez mon avis. D'ailleurs, je vais poser la question au public. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a une réelle perte de confiance de la part des citoyens vis-à-vis des entreprises quant à leur capacité de pouvoir être honnête et transparente dans une gestion de crise, et notamment cyber, parce que c'est celle que je traite le plus? Alors, vous répondez oui, non, ça dépend. Et puis, je vous laisse quand même vous me dire ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a plein de crises en ce moment. On en voit. La transparence, c'est un des piliers de la communication de crise. On le sait que souvent, les mensonges, ça se sait un jour. Ça ressort, que ce soit tout de suite, 1 an après, 5 ans après. Voilà. Malgré tout, en fait, je trouve que même si effectivement la communication est mal faite, on parlait d'emballement médiatique, effectivement, il y a des chaînes d'infos une information chasse l'autre souvent. En fait, je suis pas certain, moi, effectivement, que même, je prends le cas de l'attaque qui s'est produite chez Sony. Sony est encore là et leur image, effectivement, a peut-être été dégradée un petit au début, mais ça a été restauré. On est, notamment au niveau humain, on est sur des cycles très courts. Moi, je trouve aujourd'hui, effectivement, on est abreuvé d'informations et globalement, on a une attention très courte, même sur des événements. Après, aujourd'hui, on est finalement dans un climat. Alors, cela, on n'a pas parlé de l'aspect culturel, peut-être qu'effectivement,
en France, on est plus méfiant par rapport à l'autorité, enfin, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, une entreprise ou l'État. Donc, ce qui ferait qu'on serait un peu plutôt enclin à ne pas croire ce qu'on nous raconte. Et puis, il y a beaucoup de fausses informations. Voilà, et en plus, effectivement, dilué, sans compter l'effet, effectivement, de la désinformation. Je peux imaginer qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui serait dans une situation de crise, pour peu qu'elle soit dans le scope soit de concurrent ou d'un État voyou, comme on dit, il y ait des campagnes de désinformation qui vont en plus abreuver l'ensemble de tous les auditeurs avec de fausses informations. Je pense aussi qu'il y a une chose il y a une chose qui permet de, entre guillemets, mesurer la confiance que peuvent avoir les personnes vis-à-vis d'une organisation. C'est deux choses en réalité. La première, c'est l'image de marque qu'on va avoir sur cette organisation. Et le deuxième, c'est la notoriété. Et en fait, ces deux facteurs, ça permet d'avoir déjà un premier rendu, un premier ressenti. Et il faut savoir une chose, une organisation qui a une bonne image de marque, qui a une bonne notoriété, s'en sortira toujours mieux, même si elle a mal géré sa crise, qu'une organisation qui, elle, n'a pas une bonne image de marque et pas une bonne notoriété. Ce que tu disais finalement. Même, la SNCF, par exemple, a une mauvaise image, les trains sont toujours en retard, ça marche pas, ils communiquent mal. Alors parfois, ils s'en sortent très bien, ils font bien, mais on est tellement dans cette répétition qu'on écoute. C'est vrai. Alors que par exemple, quand il y a eu l'accident de train de Brétigny catastrophique, je pense que le PDG de l'époque a bien agi en termes de communication. L'accident, il était là. C'était dramatique, c'était fait, il y a plein de morts. Mais voilà, il est allé tout de suite sur place. Il a pris en main les choses. Il a eu de l'empathie. Il a montré que des enquêtes allaient commencer, qu'il travaillait main dans la main avec les services de l'État. Voilà, on peut rien faire de plus à un moment donné, mais il faut maîtriser sa communication. Il ne faut pas laisser les autres. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, phase 1, l'empathie, et là, il a complètement respecté les règles de la com de crise. Voilà. Après, pour répondre à la question, je pense que la perte de confiance par rapport à une crise cyber, j'ai l'impression, du coup, je suis à mi-chemin, je suis un peu normand, mais avec Jean-Paul, mais j'ai l'impression que cet effet de perte de confiance, qui pour moi, il y a 5 ans, était vraiment fort et puissant, j'ai l'impression que ça m'énuise parce qu'en fait, il y a tellement de crises qui se succèdent, même de cyber. Aujourd'hui, quelle entreprise n'a pas eu une attaque cyber, vol de données et autres? Donc, j'ai l'impression que, je ne dirais pas que ça se banalise, mais les gens, on sait tous là, même autour de la table, que nos données sont. Ah oui, je pense elles sont parties. C'est fini. Donc les gens, j'ai l'impression qu'ils se disent, enfin, en tout cas autour de moi, une fois de plus, une fois de moins. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que cet impact de perte de confiance en l'entreprise, malgré tout, ça m'énuise avec le temps. Mais je te rassure, le public en bas est également un peu normand, ils sont à moitié-moitié. On est à 47,37% de oui et 42,11% de non. Par contre, les personnes à distance, ils sont tous d'accord, c'est oui, perte de confiance. Voilà. Eux, ils sont d'accord. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, on a, selon vous, des angles morts dans la continuité d'activité ? Alors après, ça dépend ce qu'on veut mettre derrière l'angle mort, mais pour moi, l'angle mort, je reviens sur mes interdépendances, et je pense que si on doit parler d'angle mort, c'est certainement ça, parce que globalement, quand on a affaire à l'intérieur du véhicule, notre métier, pour faire référence à l'angle mort, on est tous plus ou moins bons, mais on est dedans. Et l'angle mort, pour moi, c'est l'interdépendance, c'est ce qui vient à côté et qu'on a du mal à maîtriser, en fait. Notamment ce qui vient de l'externe. Voilà. Ça, c'est un des piliers d'Aura. Il me semble connaître ces interdépendances avec les fournisseurs, les prestataires. Voilà, l'exemple de CrowdStrike a montré que Microsoft en dépendait, et donc des gens dépendaient de Microsoft, et même des avions dépendaient de Microsoft, et donc les avions ne pouvaient plus décoller. Les sous-traitants, voilà, surtout qu'on est quand même dans un monde, même dans l'industrie, de plus en plus connecté. On fait des interventions à distance. En fait, vous qui êtes spécialiste du cyber, vous savez comme moi que plus on s'ouvre et plus on a de risques. Donc je crois que c'est vraiment tout cet univers extérieur en fait qui est l'angle mort. Et ça ne va qu'en s'accentuant en fait. Alors moi, dans une autre vie, j'étais architecte de systèmes d'information, donc
concevait des systèmes avec énormément effectivement de composants qui pouvaient interagir avec eux. Et dans ce que je constate effectivement dans les évolutions des systèmes d'information aujourd'hui, c'est que vous allez appeler quand vous montez un service internet ou effectivement qui va être le cœur de votre métier, vous allez faire appel à un service qui est basé en Allemagne, qui lui-même va appeler un autre service basé on ne sait pas où, etc. Et en fait, cette chaîne-là, vous ne la voyez pas. Et après, on a une certaine tendance à se dire, puisque c'est délégué, il y a des gens qui s'en occupent. Je suis d'accord. Et donc, on laisse un peu faire. On laisse et là, un peu trop de hasard. Voilà, il faut remettre la responsabilité, effectivement, et le contrôle sur l'ensemble de ces processus. Mais c'est assez difficile dans un monde où il y a beaucoup d'externalisation, de consultants, qui sont consultants de consultants, et du coup, c'est assez complexe. Ouais. Je vois aussi un autre angle mort. C'est un mix peut-être entre continuité d'activité et gestion de crise, mais c'est l'humain. C'est la vulnérabilité des personnes. On parle beaucoup de plans, de procédures, d'organisation, mais c'est toujours l'humain au bout de la chaîne qui va gérer un événement. Lorsqu'on est en crise, on peut avoir plusieurs phases psychologiques de réaction à un événement. On peut d'abord être sidéré. Après, on peut avoir la colère. Mais comment c'est possible? Ils ont mal fait leur boulot, ça n'aurait jamais dû arriver. Après, ça va être l'anxiété, parce qu'on doit gérer la chose. Après, c'est peut-être même un épuisement psychologique, si c'est trop intense ou long. Ça, je suis d'accord sur l'humain, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a de plus en plus pour rebondir sur la gestion de crise, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est qu'au final, malgré qu'on ait beaucoup d'outils, il faudra aussi un décideur. Et souvent, on fait des beaux plans, on fait plein de belles choses, mais en fait, il faut avoir des décideurs, quels que soient les outils. Et après, pour rebondir, moi, je suis très fiche réflexe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un plan de continuité d'activité, moi, je trouve ça très bien, parce que ça permet de se poser toutes les bonnes questions. Vous avez à peu près souvent autour de 70 pages, voire plus. C'est très bien fait. Sauf que quand vous êtes en crise, là, on a une crise, on dit il y a quelqu'un, il se passe quelque chose, machin, bidule, quel que soit le scénario. Je peux vous dire qu'il n'y a personne qui va être là, posé, à lire les 70 pages. Parce que vous aurez votre direction, on dit en 5 minutes, j'ai le préfet au téléphone, tu me donnes la fiche et les 4 points les plus importants. Donc, moi, je commence à mettre de plus en plus en place des fiches réflexes qui permettent, c'est un sujet c'est un sujet, et avec des checklists de ce qu'on doit faire, regarder, interne, externe. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse un effort pour le côté opérationnel, de simplifier les procédures derrière et simplifier les réactions pour que les gens puissent interagir facilement. Alors, justement, ton exemple sur l'humain, ça m'a fait penser à une question, je vous la pose. Au final, quand on met en place un PCA, on met en place des scénarios de gestion de crise, on met tout sur papier, et puis il y a la crise, qui parfois peut-être, la vivre, c'est pas pareil que de l'imaginer. Théorie, pratique, voilà, on est sur la théorie et la pratique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé finalement d'avoir des personnes qui, au moment de la crise, s'effondrent complètement, et d'autres qui, au contraire, se révèlent être très bons? Parce qu'en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas. Parfois, on vit une situation, on est impressionné par nous-mêmes. Donc, comment on fait quand on a des gens comme ça? Bien sûr, et c'est pour ça que moi, je dis toujours, quand vous constituez vos équipes de gestion de crise, il faut qu'elles soient très, très mixées, avec des profils très différents. Et moi, je reprends toujours le même exemple qui fera peut-être sourire certains, mais moi, souvent, j'aime bien mixer hommes-femmes. Et moi, j'ai des femmes dans la société qui sont divorcées, qui élèvent 4 gamins toutes seules. C'est des pros de la gestion de crise, elles sont en crise tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? La capacité d'adaptation. C'est pour ça que plus les gens sont mixés, avec des profils différents, plus vous êtes à peu près sûr de tenir la crise déjà par les profils et pas être monoprofil. Ça, c'est très mauvais. Et après, par rapport pour rebondir sur ce qui s'était dit, nous, quand on prépare un plan, il y a la personne A, B, C, D. Si on commence à dire c'est telle personne qui va en cellule de crise en cas de problème, ça marche pas. D'accord, donc il y a une sorte de remplacement. Vous avez le premier, si ça va pas, le deuxième. Complètement, parce que déjà, s'il n'est pas là, et après, si c'est lui, mais vous voyez, il faut déjà arriver au moins à C. 3. S'il n'y a pas 3, on considère qu'on sera en échec sur une crise majeure. Après, cet effet-là, il peut être assez clivant, parce que si on a préparé des personnes et que c'est des personnes qui s'effondrent au moment de la gestion de la crise, ça peut être problématique. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le delta d'incertitude. En fait, c'est ça, concrètement. J'ai préparé Pierre, Paul, Jacques,
et au moment de la crise, il s'avère tout à fait inefficace. Et ça, en fait, entre le moment où je les prépare et le moment où ils sont en mode gestion de crise, c'est le delta d'incertitude. Et ce delta, on le réduit avec l'entraînement. Un exemple tout bête, c'est le media training. Aujourd'hui, quand vous devez faire prendre la parole à des dirigeants d'entreprise pour expliquer la situation, pour expliquer les faits, on voit ceux qui ont été préparés. On voit les dirigeants qui ont les éléments de langage, qui savent poser, qui savent expliquer de façon sans trop mettre d'émotion, mais un petit peu quand même, et un petit peu d'empathie. Et ça fait partie de la préparation. Je suis bien d'accord. J'ai vu en exercice de crise un membre d'un comité exécutif être tellement stressé, et pourtant ce n'était qu'un exercice de crise, mais il avait la pression, sa réputation, forcément. Il n'arrivait plus à taper son mot de passe. Il tremblait tellement des doigts qu'il ne pouvait pas taper le mot de passe de son ordinateur. Il n'a pas pu se connecter. Voilà. Donc, par l'entraînement, des exercices, on peut pallier à ce genre de l'entraînement, ça permet d'observer. Moi, j'aime bien quand on fait des exercices, parfois d'être présent. J'y vais pas à chaque fois, mais ça permet d'observer, d'avoir ce côté humain qu'on doit observer. Certaines personnalités se révèlent, en fait. Exactement. Les directeurs habituels ne sont pas forcément bons directeurs de crise. Alors, moi, ça ne gêne pas à partir du moment qu'ils sont bons décideurs. J'ai pas fait de la gestion de crise, je pense, à proprement parler comme vous. En plus, moi, quand je faisais de la cybersécurité, j'étais sur de la gouvernance plutôt de la, disons, 27001. Mais pour le risque summit, vous imaginez quand même un événement de 400 personnes à gérer. Vous avez toujours les heures avant l'événement. Moi, je le vis comme une crise. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir comment les différentes personnes de mon équipe ont réagi. Comment déjà moi j'ai réagi et comment les différentes personnes de mon équipe ont réagi face au stress, parce que on s'est retrouvé sur des situations à 2 heures de l'événement, des badges qui disparaissent, donc c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et c'est vrai qu'on voit des gens se révéler, et on voit aussi ses limites à soi. Moi, j'ai vu certaines limites de ma part. Donc, je comprends quand tu dis qu'effectivement, ça te révèle des personnes et que parfois, sous le coup du stress, on ne sait même plus écrire son mot de passe. Alors, dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Alors, j'avais cru comprendre en fait que beaucoup d'organisations cartographient encore en fait, leur dépendance critique à la main. Est-ce que déjà, c'est le cas pour vous. Et surtout, est-ce que l'IA, ça va être une solution ou pas du tout? Ça peut être une solution dans l'automatisation. Aujourd'hui, par exemple, si on reprend l'exemple des business impact analysis, la plupart des organisations que je connais qui font ça, ils le font majoritairement avec un outil type Microsoft. Aujourd'hui, l'IA, ça peut permettre d'automatiser certaines choses, d'automatiser certains process. Après, c'est pour ça que moi je reste un petit peu vigilant là-dessus. Il faut toujours garder quand même une mainmise. Il ne faut pas laisser à l'IA le choix sur la décision des activités critiques notamment. Il ne faut pas laisser le choix sur les sites critiques. Par contre, on peut s'aider de l'IA pour faire le recueil d'informations, le recueil de besoins, l'analyse des différents critères pour déterminer si une activité est critique ou pas. Mais il faut quand même qu'on garde la mainmise sur les décisions finales et pas s'en remettre totalement à l'IA. Donc en fait, vraiment, si je devrais passer ce message, automatiser pour gagner du temps, oui, c'est même une plus-value vers laquelle il faut aller pour pouvoir gagner du temps, parce qu'on est quand même en crise et quand on est en crise, il faut pouvoir gagner du temps. Par contre, décision finale, on les garde sous la mainmise d'une vraie personne, quoi. Puis je pense aussi aujourd'hui, peut-être aussi une méconnaissance des acteurs sur ce qui existe sur le marché comme solutions logicielles qui aident, qui améliorent les procédures, les process, accélèrent toute cette cartographie. Il existe des logiciels pour faire ça. Donc il y a peut-être une méconnaissance de ça, peut-être aussi des manques de budget. Dans certaines directions, il n'y a pas assez de monde ou pas assez de budget pour acquérir ce type de solutions. Je pense que tous les éditeurs de logiciels aujourd'hui maintenant investissent sur l'intelligence artificielle. C'est très demandé. Mais voilà, il y a toujours une limite. Il faut qu'elle apprenne, bien. Il faut qu'elle connaisse aussi le contexte de chaque organisation. Il faut qu'il y ait une vérification humaine aussi au bout de la chaîne encore aujourd'hui. En tout cas, je pense que ce n'est pas du tout encore mature l'intelligence artificielle pour cartographier de façon pertinente les dépendances critiques. Mais ça reste un outil d'avenir sur lequel il faut investir par contre. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins sur le choix effectivement de ce qui est critique. On est là sur une décision stratégique, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que l'entreprise on va privilégier d'abord. Effectivement, il y a la criticité de certains processus sur lesquels on doit tous être d'accord. Effectivement, et je viens au plus haut niveau pour que ça ne souffre pas de contestation. Parce que, effectivement, quand on va privilégier certaines actions par rapport à d'autres, ou certaines directions par rapport à d'autres, certains outils par rapport à d'autres, il faut qu'il y ait l'unanimité. Et souvent, elle vient par le fait que ça a été décidé en très haut lieu.
Parfait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. C'était passionnant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui était à distance. Vous étiez nombreux à échanger entre vous. Malheureusement, je n'ai pas pu poser toutes les questions, mais je les ai bien vues. Et puis, je remercie également le public qui est avec nous en présentiel. Ce soir, on était en partenariat avec Everbridge, 4 experts. Le replay sera disponible très bientôt si vous voulez le revoir. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner. On continuera à vous créer du contenu et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission.